merci de nous retrouver sur i24 News. Je suis ravie d'être avec vous pour 2 heures d'actualité, 2 heures de direct. Donc voici tout de suite le programme. Le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, un remède contre l'État islamique. C'est la dernière déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry. On la décrypte dans un instant. Le Sénégal sort de la liste rouge des pays dévastés par Ebola. Dans le même temps, suspicion d'un cas en région parisienne. Les autorités françaises accroissent leur contrôle dans les aéroports. On verra comment on se prépare à cette épidémie en Israël avec un exercice de grande envergure aujourd'hui. Et puis Meir Shalev, journaliste et écrivain israélien honoré par la République française, chevalier des arts et des lettres. L'occasion pour nous de faire le point sur l'état de santé de la littérature israélienne à l'étranger. Les écrivains israéliens ont-ils la cote en France et ailleurs? Quels genres littéraires sont les plus prisés? On posera la question à une spécialiste en fin d'édition. Et pour parler de tous ces sujets, nous sommes avec Daniel Laïc en plateau. Bonjour Daniel, merci de nous avoir rejoints ce matin. Maurice Hirérin, vous êtes également à nos côtés. Bonjour Nathalie. Alors on va commencer par la revue de la presse israélienne et on commence donc avec Yediot Ahronot et Israël Hayom. Les deux journaux, les deux quotidiens reviennent sur le drame de l'Himalaya. Beaucoup d'articles qui rendent hommage notamment à Tamar Ariel, cette jeune femme navigateur de combat. C'était la première femme religieuse navigateur de combat. Oui, vous savez que cette tragédie est à la une de pratiquement tous les quotidiens israéliens. Il s'agit d'un véritable phénomène de société. En Israël, ces jeunes qui finalement partent dans le monde entier après leur service militaire ou après des périodes difficiles en Israël pour sillonner les plus beaux sites du monde. Alors souvent, il y a des drames. La semaine dernière, on a parlé de drames dans un rafting au Népal où il y a eu des Israéliens qui ont été tués. Aujourd'hui, on parle de cette tempête de neige dans l'Himalaya qui a provoqué la mort de 27 touristes du monde entier, dont 3 Israéliens. Alors l'une des plus belles excursions du Népal est devenue un champ de mort lorsque des milliers d'excursionnistes du monde entier se sont trouvés pris dans cette tempête de neige à 5400 mètres d'altitude. Selon le quotidien Yediot Ahronot, je vais vous montrer la une, les températures sont tombées en quelques minutes à moins 25 degrés. Des milliers de jeunes ont été pris dans cette tempête et certains sont carrément morts de froid. Alors vous l'avez dit, il y a eu 3 morts israéliens. La presse cite en grande partie les noms de ces 3 morts. Il s'agit du lieutenant Tamar Ariel, 24 ans, de Agam Louria, 23 ans, et de Nadav Shoham, 30 ans. Alors, bien sûr, le héros de ce drame, c'est le lieutenant Tamar Ariel, qui est certainement la première navigatrice de combat de l'armée de l'air israélienne, et surtout, la presse souligne qu'elle était religieuse, c'est-à-dire que c'est une femme qui est arrivée à un des échelons les plus importants de Tzahal, de l'armée de l'air israélienne. Alors, le quotidien titre « Les ailes brisées » à son propos en racontant son histoire. Elle avait fait l'histoire, affirme Yediot Ahronot, en devenant donc cette première religieuse navigatrice de combat. Elle n'avait pas renoncé après un crash de son avion où elle a dû s'éjecter en siège automatique. Elle avait été blessée. Elle a tenu à continuer. Alors cet été, elle a passé plusieurs semaines lors de la guerre dans l'opération Barrière protectrice. Après ces plusieurs semaines de combat, elle avait décidé de se détendre un peu et de partir dans l'Himalaya. Alors selon la presse, elle serait restée dans la tempête pour sauver certains des touristes et elle est restée là-bas et elle est morte de froid. Voilà pour Yediot Ahronot. Alors Israël Hayom, pareil titre sur la mort sur le toit du monde. Parmi les 3 victimes israéliennes, la première navigatrice religieuse de l'armée de l'air israélienne. Les touristes de la chaîne de l'Annapurna voulaient profiter de la saison des excursions, affirme le quotidien. Une tempête de neige a enterré une trentaine d'entre eux. Un des rescapés israéliens raconte finalement que peut-être que leur pisteur les a abandonnés et donc ils ne savaient plus quoi faire. Il affirme « J'ai bien cru que j'allais y passer ». Alors l'éditorial de Yediot Ahronot, Israël Hayom est dithyrambique. Chaim Schein se fait lyrique. Tamar Ariel, écrit-il, une fierté pour les femmes. Il cite Jabotinsky qui avait écrit à propos de la femme et la mère hébraïque qu'une génération de combattants pour la liberté ne peut se révéler que chez des mères filles d'anges. Vous voyez, et le rêve de Tamar Ariel, écrit-il, a été enterré sous une couverture blanche au sommet du monde, l'endroit le plus près de Dieu. Alors beaucoup de lyrisme, mais on en reparlera tout à l'heure, Daniel Laïc. C'est un véritable fait de société, ces jeunes Israéliens qui, après l'armée, se rendent dans des pays et finalement ont envie de danger, ont envie de sensation
conversation forte. On en reparlera tout à l'heure avec vous et Michel Kishka sur ce plateau. Ce sera en deuxième partie à 8h40. On continue avec vous, Maurice, et cette revue de presse, et on passe au Jérusalem Post qui parle à présent de Kobané et des Kurdes qui appellent à l'aide. Effectivement, mais disons que la une du Jérusalem Post est consacrée à ce drame dans l'Himalaya, mais le quotidien titre sur Kobané et les Kurdes, dit-il, appellent à l'aide. Alors l'intensification des frappes de la coalition freine l'avancée de l'État islamique à Kobané, titre le journal, mais il publie en première page l'interview d'un des leaders de la résistance kurde à Kobané, Anwar Mousalem, qui dit « Si nous recevons des armes, nous pourrons repousser les djihadistes ». Le problème, affirme Mousalem, c'est que l'État islamique a des armes lourdes, 10 000 hommes bien entraînés, dont beaucoup, affirme ce leader kurde, sont des truands. Ils ont été sortis des prisons et ils combattent aux côtés des djihadistes. Ils contrôlent, dit-il, 40% de la ville, surtout dans la périphérie, et ils ne sont pas encore au centre de la ville. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce leader, Anwar Mousalem, affirme qu'il y a 500 combattantes kurdes dans Kobané qui luttent contre les djihadistes, et il dit que l'effet psychologique est important parce que les djihadistes de l'État islamique savent très bien que s'ils sont tués par une femme, ils ne seront plus attendus au paradis par 72 vierges. Alors, on parle des femmes toujours, ce matin, d'une façon un peu différente. Alors le quotidien affirme que c'est peut-être un peu exagéré ce chiffre de 500 femmes combattantes, mais l'effet est là. En tout cas, ce leader kurde, Anwar Mousalem, qui est resté dans Kobané, souligne l'hypocrisie des Kurdes qui refusent l'accès aux volontaires kurdes qui sont du côté turc de la frontière, qui veulent rejoindre Kobané pour lutter aux côtés des Kurdes. Et il dit mais les Turcs laissent finalement les volontaires internationaux qui veulent rejoindre l'État islamique passer, et il dit dont 30 Israéliens. Oui, c'était la dernière info dont on avait entendu parler largement ici en Israël. Et Haaretz à présent qui revient sur une enquête concernant l'incohérence des services de renseignement, l'incohérence de la lutte également pendant la guerre bordure protectrice, de la lutte contre les tunnels terroristes. Oui, une enquête intitulée « La tête dans le sable ». Vous voyez, c'est clair, quoi. Pour le quotidien, l'état-major n'a pas voulu voir les choses en face et s'est mis la tête dans le sable. Alors, plusieurs problèmes. Un fossé technologique. Le quotidien constate que la destruction des tunnels par Tsahal a été faite avec 500 000 mines. Il a fallu des mines pour détruire ces tunnels. Et ce qui est bizarre, alors quand on connaît les compétences de Tsahal pour détruire des tunnels. Une mauvaise préparation, puisqu'il n'y avait pas de plan d'ensemble. Et les entraînements étaient efficaces, souligne le journal. Toujours selon Haaretz, il parle du paradoxe aérien, c'est-à-dire qu'au début de l'opération, les appareils de l'armée de l'air ont bombardé les entrées des tunnels et finalement ont retardé l'identification du tracé de ces tunnels, ce qui a été fait très tard et donc a permis aux combattants du Hamas de continuer à les utiliser. Enfin, une compréhension tardive de la situation, selon le quotidien. Le chef d'état-major, Benny Gantz, a admis seulement à la fin avoir compris, un peu tard peut-être, que seule une opération en profondeur pouvait régler le problème des tunnels. Vous voyez, finalement, toute cette enquête publiée après cette guerre a pour but de porter atteinte à la réputation de l'actuel chef d'état-major, Benny Gantz. Daniel Haïk, il y a eu de gros manquements pendant cette opération bordure protectrice qu'on découvre maintenant. C'est exagéré aussi de dire qu'il y a eu de gros manquements. Ce qui est clair, c'est que la destruction des tunnels n'est devenu l'objectif de cette guerre que au milieu du conflit, pas au début. C'est-à-dire qu'il n'y avait eu qu'une apparition, on avait détecté à un seul moment la présence de ces fameux tunnels offensifs. Et ce n'est que dans le courant du conflit, lorsque le conflit s'est développé, que l'on a mesuré au sein de ça l'importance et la gravité de ce phénomène et qu'il a fallu combattre. Donc on a oublié, mais ce n'est devenu l'objectif majeur du gouvernement de Benyamin Netanyahou qu'au milieu du conflit, pas au début, pas en cours de route. On termine avec une révélation du New York Times qui concerne, et on va en reparler plus en détail tout à l'heure avec Ali Waked, des armes chimiques
oubliés par les Américains, on rentrera dans le détail plus tout à l'heure, et qui pourraient tomber ou sont déjà tombés entre les mains de l'État islamique. Oui, disons que ces armes chimiques ont été découvertes entre 2004 et 2011. C'est le New York Times qui a mené l'enquête et qui révèle que les Américains ont bien trouvé ces armes, mais n'en ont pas révélé l'existence. Alors, le quotidien explique que 30 soldats américains et irakiens ont été intoxiqués par ces armes chimiques. Il s'agit d'ogives d'obus, de bombes contenant du gaz sarin, des agents toxiques ou du gaz moutarde. Donc, certains ont été intoxiqués. Comme l'information était tenue secrète, ils n'ont pas été soignés comme il le fallait. Alors, les armes datées, on le sait maintenant, de la première guerre du Golfe et fabriquées avant 1991, donc rien à voir avec les prodigieux stocks d'armes chimiques que l'on prêtait au régime de Saddam Hussein. Le secret a été gardé par les Américains, selon le New York Times, pour justifier finalement l'opération lancée en 2003 contre Saddam Hussein et permettre de défaire l'armée irakienne. Alors, pourquoi aussi garder ce secret, selon le New York Times? Tout simplement parce que sur ces obus rouillés dont la moitié ne sont pas utilisables, eh ben, il s'avère qu'il y a des marques de fabrication d'industrie occidentale et notamment de l'Allemagne. Donc, pour ne pas gêner certains pays occidentaux, on a tenu cette découverte en secret. Maintenant, dernière information du New York Times, ces stocks d'armes ont été découverts dans une région qui est aujourd'hui aux mains de l'État islamique et on craint donc que certaines d'entre elles, encore utilisables, soient tombées entre les mains des djihadistes. Et voilà, on en parlera dans quelques instants avec vous, Ali Waqued. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin. On parlera de la véracité de cette enquête menée par le New York Times qui a interrogé plusieurs soldats américains de retour donc aux États-Unis et dont Maurice a dit qu'ils n'ont pas bénéficié de traitement puisque c'était classé secret défense. Merci Maurice pour cette revue de la presse. On va tout de suite passer à une autre actualité. Je vous le disais en titre, cette déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry. Il a une nouvelle fois réclamé hier une relance du processus de paix israélo-palestinien avec un autre angle. Cette fois, c'est un remède, a-t-il déclaré, dans la lutte contre l'extrémisme islamiste et notamment dans la lutte contre le groupe de l'État islamique. Alors, une question, Daniel Haïk, c'est une façon, une nouvelle fois, pour John Kerry de régionaliser ce conflit? D'abord, il fait un lien qui est un peu étonnant, d'autant plus que Barack Obama, au cours des derniers mois, a affirmé qu'il s'était trompé dans sa volonté de faire un lien entre la situation régionale et le conflit israélo-palestinien. Là, on voit que son secrétaire d'État fait exactement la même chose. Il lie vous savez, on a toujours affirmé que le conflit israélo-palestinien était la source des problèmes du Moyen-Orient. Les 2 dernières années, le printemps arabe a prouvé que ce n'était pas vrai. Et quelque part, d'une certaine manière, par la petite porte, John Kerry revient avec le même argument en disant il y a un lien, il faut si on règle le problème, le conflit israélo-palestinien, cela permettra de régler aussi indirectement le problème avec l'État islamique. Il a même utilisé un terme qui me semble assez stupéfiant. Il a parlé d'humiliation. Alors regardez, je vais citer exactement ces mots. Le conflit israélo-palestinien non résolu alimente la colère de la rue, l'agitation dans les pays du monde arabe. Cela a quelque chose à voir avec de l'humiliation, du déni et une absence de dignité des populations des pays arabes. Ce sont des mots très forts, Ali. Tout à fait, Nathalie. Il faut prendre en compte les besoins de l'administration américaine qui est en train de construire et de consolider au moins cette coalition anti-État islamique. Il y a des pays arabes qui participent dans cette coalition. Et il faut payer aussi à ces pays arabes dont la monnaie arabe, c'est en première place le conflit israélo-palestinien, pour essayer de convaincre les publics et les sociétés arabes qu'il n'y a pas des musulmans qui se battent contre des musulmans sous la tutelle des Occidentaux. L'administration américaine a besoin de dire qu'on va repenser sur la totalité de la région et non pas d'une façon ponctuelle à l'État islamique seul. Ça, c'est un point. Un deuxième point, Nathalie. Les dernières semaines, on a été témoin à des campagnes parallèles. Une menée par l'autorité palestinienne et une menée par Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu qui disait que Hamas, c'est l'État islamique et qu'il n'y a pas
de lien entre cette campagne régionale ou internationale anti-État islamique et entre le conflit israélo-palestinien. De l'autre côté, M. Abbas a dit que le conflit israélo-palestinien est la source de tous les maux de cette région, et on voit aujourd'hui l'administration américaine adopte la position arabe, adopte la position palestinienne, et du coup on voit toute la stratégie diplomatique de l'État d'Israël, toute la stratégie diplomatique de M. Netanyahou en train de collapser face à la volonté américaine de mobiliser le maximum de soutien au sein du monde arabe dans cette campagne anti-État islamique, et de l'autre côté de convaincre l'autorité palestinienne peut-être de ne pas poursuivre cette marche unilatérale vers le Conseil de sécurité. Alors Daniel, est-ce que cette lutte commune contre l'État islamique isole un peu plus Israël? D'abord, il y a quelque chose de surprenant dans cette déclaration, c'est quasiment, il est en train de dire, si on va un peu plus profondément, il est en train de dire, John Kerry, que Israël serait responsable du développement de l'État islamique. En fait, on va dire comme ça, c'est presque l'accusation de crime rituel. Ce sont les Juifs qui sont responsables de la situation. Hein, c'est grosso modo. Bon, là, on est allé loin. On va loin, mais quelque part, c'est-à-dire quelque part, il y a un peu cette manière de voir. Et quand on parle d'humiliation, qu'est-ce que ça veut dire humiliation? C'est-à-dire, est-ce que l'humiliation, est-ce que peut-être aussi que le 11 septembre, c'était le résultat de l'humiliation que les États-Unis ont fait subir à une partie du monde arabe, peut-être? C'est-à-dire, on peut tout expliquer par l'humiliation, et ça, c'est assez problématique. C'est assez problématique, et cela prouve une fois de plus que l'administration américaine, qui a commis, on va dire, quasiment toutes les erreurs possibles dans la gestion du conflit israélo-palestinien, est en train d'essayer d'en commettre de plus graves encore. Est-ce que cela veut dire véritablement que c'est avec ce genre d'argument que cela va persuader et les Israéliens et les Palestiniens de régler le conflit? J'en doute vraiment. Maurice Fergan. Moi, je crois qu'il s'agit d'un effet de rhétorique, en fait, qui n'a pas de réalité sur le terrain. On sait que les Américains n'arrivent pas à régler ce problème ce conflit israélo-palestinien. Et on se souvient qu'il y a quelques semaines, on en a parlé ici, les Américains avaient fait le lien, mais clairement, entre le conflit israélo-palestinien et le problème du nucléaire irakien. Ils avaient dit, si on règle le problème israélo-palestinien, ça sera plus facile pour nous de régler le problème nucléaire. Donc, on est maintenant dans exactement la même rhétorique. C'est un peu le leitmotiv qui revient très souvent. On essaye, comme si les Américains essayaient plusieurs canaux, ils voient que ce canal est fermé, obstrué, ils essayent un nouveau canal, mais finalement, il n'y a pas de résultat concret. Il y a une guerre des paroles qui a été déclenchée il y a les derniers jours entre les responsables israéliens et entre les responsables américains. Quand l'administration américaine entend l'homme numéro 3 au gouvernement, le ministre de la Défense, Bughi Alon, dire qu'il n'y aura pas d'État palestinien et qu'il faut se concentrer dans la gestion du conflit et non pas dans la solution du conflit, et qu'en aucun cas que les Palestiniens peuvent appeler ça un empire. Ça ne va pas être un État, et donc les Américains ont besoin de riposter, ont besoin de réagir, et c'était peut-être leur façon... Alors, plus qu'une riposte, et je vous pose la question à tous les trois, on verra qui voudra répondre en premier, est-ce que ce n'est pas une façon de réhabiliter ce discours du Caire de 2009 de Barack Obama, qui finalement n'a pas été bien accepté et encore moins fait ses preuves? Je pense que ce qu'a dit Ali est vrai, c'est-à-dire effectivement, la situation, d'une certaine manière, aujourd'hui on se sert de cette situation. C'est un prétexte, c'est-à-dire les Américains ont besoin de consolider cette coalition. On se retrouve quasiment dans le même cas de figure qu'en 2003, au moment où, après les attentats, George Bush a dû former une coalition gouvernementale massive. Et rappelez-vous, à l'époque, Ariel Sharon avait utilisé le terme de « nous ne serons pas la Tchécoslovaquie de 1938 », c'est-à-dire nous, on ne veut pas être, c'est-à-dire les laisser pour compte de ce conflit. Effectivement, dans le cas précis, dans la constellation moyen-orientale, lorsqu'il y a une nécessité de former une coalition avec des pays arabes, entre l'Occident et le monde arabe, eh bien, c'est toujours Israël qui fait les frais de cette situation. Et on est en train de se retrouver quasiment dans le même cas de figure. Maurice Fergan, Non, je vous l'ai dit, le parallèle est constant. Je veux dire, alors, bien sûr, il y a quand même quelque chose. Si effectivement on veut résoudre, et Benjamin Netanyahou l'a dit, le conflit israélo-palestinien dans un contexte régional, il faudra effectivement aborder les autres problèmes. On ne peut pas simplement dire je veux résoudre le conflit israélo-palestinien par une conférence régionale avec les États arabes modérés, et puis dire finalement les autres problèmes, je ne veux pas en entendre parler. Donc là, il y a une contradiction du point
point de vue israélien, parce qu'il dit oui à une conférence régionale, mais chaque fois que les Américains effectivement cherchent à créer une coalition pour régler les autres problèmes, nous on dit bah non, il faut pas faire le lien. Alors peut-être qu'il serait bon d'être un peu plus positif et d'aller du côté américain et de leur dire écoutez, ok, asseyons-nous et voyons l'ensemble des problèmes. Peut-être, je suis pas John Kerry, je peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je crois aussi que peut-être les difficultés rencontrées pendant la négociation avec l'Iran ont poussé. Non, les difficultés, les Américains ont des difficultés en ce moment dans les négociations avec l'Iran. Alors peut-être que ça les pousse à remettre la balle maintenant sur le conflit israélo-palestinien. Oui, mais je ne pense pas que c'est comme ça que on doit gérer une diplomatie internationale. On gère une diplomatie par dépit. On essaye cette option, on dit que ça ne marche pas, finalement on va ailleurs. Daniel, il y a une compréhension profonde au sein de la communauté internationale, à leur tête, les États-Unis, qu'il faut faire quelque chose pour bouleverser ce gouvernement en Israël qui, selon l'Allemagne, selon la France, selon les États-Unis, c'est l'obstacle majeur devant le progrès dans le processus de paix. Et ce manque de progrès dans le processus de paix, selon les Américains, c'est lui qui nourrit les autres conflits dans la région. On aurait pu attendre de la part de l'Occident qu'elle comprenne, au contraire, que dans cette situation d'instabilité totale au Proche-Orient, eh bien, l'État d'Israël soit plus prudent qu'il ne l'est d'habitude dans sa manière de gérer le règlement du conflit. On aurait pu comprendre cela. Or, l'Occident comprend tout à fait le contraire. À la tête de l'Occident, il y a un Daesh à la tête de l'autorité palestinienne. Dans l'imagination des Américains, si jamais on ne résout pas le conflit sous Abu Mazen, il y aura une certaine forme de Daesh, de Hamas, qui va être à la place d'Abu Mazen. Il n'y aura pas de vacuum, Daniel. Pour éviter ce vacuum et pour éviter que ce vacuum soit remplacé, ce vide soit remplacé par des éléments radicaux comme l'État islamique. Ce qui voudrait dire que quand on a avec Daesh la coalition internationale, on doit combattre Daesh par des bombardements aériens, mais lorsque le Hamas et le Fatah s'unissent dans un gouvernement d'union nationale, Israël doit négocier. Il y a quelque part un paradoxe dans cette... Parce qu'Israël parle d'union nationale entre Fatah et Hamas, il n'y a pas d'union nationale. La vérité, c'est que la communauté internationale n'a pas acheté ce langage israélien qui a essayé de comparer Alors justement, messieurs, on va recentrer ce conflit à l'intérieur des frontières israéliennes, si j'ose dire, et à ce climat de violence à Jérusalem. On y revient avec ce sujet. On continue à en parler juste après. À qui appartient Jérusalem-Est? Plus d'une semaine après l'arrivée d'habitants juifs, la tension est encore palpable dans le quartier arabe de Silouan. Ces habitants, menés par l'organisation Elad, ont engagé des agents de sécurité pour protéger les maisons dans lesquelles ils viennent d'emménager. Toute tentative d'entrer en contact avec les nouveaux résidents s'est avérée infructueuse. Une situation tendue après que des habitants arabes se soient plaints de violences de la part des habitants juifs du quartier qui auraient par ailleurs acquis leur maison par des moyens frauduleux. À 5 h du matin, j'ai entendu du bruit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les juifs descendre, tels des démons. Ils ont pris mon fils et l'ont frappé. Je me suis mêlé, ils m'ont frappé moi aussi. L'organisme de recherche IR Amim s'est joint aux accusations. En 2009, elle avait publié un rapport dénonçant des transactions douteuses d'Elad pour l'acquisition d'habitations. Ils sont arrivés par la force dans le village il y a une vingtaine d'années par des procédés malhonnêtes. Des accusations réfutées par la direction d'Elad qui ajoute que les acquisiteurs sont des clients privés qui ont engagé des vigiles armés pour prévenir toute escalade. Un activiste local du Fatah a déclaré que ceux qui vendent ces propriétés doivent être mis à mort, doivent être assassinés. En réalité, les moyens de sécurité mis en place ici sont pour le bien de tous les habitants, juifs et arabes. L'association Elad, une organisation privée financée principalement par des juifs américains de droite. Son objectif, renforcer les liens entre les juifs et la ville de Jérusalem. L'un de ses biens les plus précieux, la ville de David, l'un des principaux sites archéologiques, considéré comme le berceau de la population juive des temps bibliques. Elad dirige le site depuis 1997, mais le mois dernier, la Cour de justice israélienne avait déclaré que le groupe ne pourrait pas contrôler une partie du mur des lamentations. Une décision qui fait suite à une plainte déposée par le mouvement pour la réforme et le judaïsme progressiste. Le mouvement avait fait valoir que la gestion de sites historiques ne pouvait être confiée à un organisme privé.
Notre position depuis le début est que toute zone que le gouvernement veut allouer au courant juif progressiste comme lieu de prière, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas agir dans ces zones-là. Il y a quelques jours, ces tensions ont coûté la vie d'un habitant arabe de Silouane, poignardé par des membres de sa famille pour avoir vendu son bien à des juifs. Alors voilà, on vous l'a dit, hein, on recentrerait le débat des habitants juifs, Daniel, qui achètent des propriétés à l'est de Jérusalem. Est-ce que c'est de la colonisation ? Mais non, c'est une transaction tout à fait légale, tout à fait habituelle. Et c'est le dernier point de ce reportage qui est le plus étonnant, c'est que des Palestiniens ont tué un Palestinien parce qu'il avait vendu sa maison. Et je crois que là, il faut préciser un point important. L'autorité palestinienne condamne à mort, mais elle n'a jamais appliqué cette condamnation, condamne à mort tout Palestinien qui accepterait de vendre son bien à des juifs, c'est-à-dire qu'ils soient israéliens, qu'ils soient américains, et donc il y a une interdiction. Ça, c'est un point important qu'il ne faut jamais oublier, parce que d'un autre côté, il y a des quartiers de Jérusalem, comme des quartiers où il y a une forte majorité, une immense majorité juive, comme le quartier de la Givat Sarfati, de la colonie française, dans la partie est de Jérusalem, dans lesquels il y a de plus en plus, au cours des dernières années, des habitants arabes, palestiniens, qui viennent s'installer. Certains achètent légalement leur maison et d'autres louent. Lorsque ce sont des Arabes qui achètent des maisons dans le quartier juif de Jérusalem, on parle de coexistence, des bienfaits de la coexistence, de cohabitation entre juifs et arabes. Lorsque ce sont des juifs qui achètent des maisons arabes dans les quartiers arabes de Jérusalem, on parle de colonisation. Il faut essayer d'expliquer le phénomène. Il y a un non-dit sur ces Palestiniens qui vendent des biens à des juifs. L'autorité palestinienne les recherche ensuite. Ils sont, je crois, obligés de fuir et de... Voilà. Tout à fait. Ce n'est pas un secret. Mais Nathalie, pour clarifier ces points, vous savez qu'ici on est à Jaffa par exemple. Quand il y a un soupçon auprès des autorités israéliennes qu'il y a un homme d'affaires arabe, palestinien qui vit à l'étranger, ou un cheikh du Golfe qui est derrière l'achat des immobiliers en Israël, il y a une enquête. Les personnes en question sont invitées au service secret israélien pour leur demander est-ce qu'il y a un homme d'affaires arabe qui est en train d'acheter des immobiliers là. C'est vrai, les autorités israéliennes, contrairement à ce que fait les Palestiniens dans ce reportage, ne tuent pas, n'assassinent pas les soupçonnés. Donc il y a une situation délicate. Ni les Israéliens, contrairement à ce que Daniel a dit, c'est vrai que quand un Palestinien achète dans la partie occidentale de Jérusalem, il n'y a pas une grande histoire. Le Jérusalem-Est, c'est au centre du conflit, c'est la partie la plus délicate, conflictuelle de ce conflit. Merci beaucoup Ali, merci Maurice d'avoir été avec nous. Daniel, vous restez en notre compagnie. Dans quelques instants, on résumera la semaine en dessin avec les dessins de presse de Michel Kishka. Tout de suite après un nouveau journal. Sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci de continuer cette matinée en notre compagnie. Avec moi sur ce plateau, Michel Kishka qui nous a rejoint. Bonjour Michel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Daniel, vous êtes resté avec nous sur le plateau. Alors on va parler de paix. On commence avec la paix, Michel, et ce prix Nobel attendu, mais pas pour autant moins remarquable. L'occasion finalement pour vous de dessiner votre petit faible. Hein. Je vais oser l'appeler comme ça. C'est-à-dire c'est déjà une ancienne nouvelle, hein, parce que ça s'est passé le week-end dernier, la déclaration des prix. Et ça y est, le plateau de la semaine dernière, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. C'est ça, on l'attendait. Hein, on attendait, voilà. Et j'ai absolument voulu rendre hommage à Malala Yousafzai, cette jeune Pakistanaise tellement courageuse. Parce que c'est très très important. Je pense que justement, une grande, hein, le prix Nobel avait perdu de son aura. Ces dernières années, on ne savait plus à qui le remettre. Et franchement, quand on regardait un peu autour de nous, on hésitait entre le pape et le président des États-Unis, comme s'il n'y avait pas des gens... La semaine dernière, vous disiez vous-même sur ce plateau, finalement, il faudrait ne le donner à personne cette année, et c'est ça qui redorerait le blason du Nobel. Et je pense qu'elle le redore, parce que bon, il ne faut pas oublier, elle a 17 ans, mais elle a quand même, il y a eu une tentative d'assassinat sur elle quand elle avait 12 ans déjà. À l'âge de 12 ans, elle avait quand même décidé que les filles pakistanaises iraient étudier
Elle s'est fait assassiner dans le bus, presque assassiner dans le bus qui l'a menée à l'école. Elle a heureusement eu la vie sauvée. Et là, vraiment, c'est tellement exemplaire et c'est tellement important que ce prix parle aussi aux jeunes. Et justement, en le remettant à elle, il y a aussi un autre récipiendaire du prix, un Indien dont je n'ai même pas appris le nom, tellement que j'étais impressionné par cette jeune fille. C'est très beau. Alors voilà, je lui ai rendu hommage et je pense que je veux féliciter aussi le jury. Parce que le jury a quelque part redéfini le sens du prix en le lui remettant à elle. Une bonne promotion, Daniel, selon vous? Oui, je pense que c'est un titre mérité. Je pensais, vous parliez du président des États-Unis, il faut rappeler que Barack Obama a été lauréat du prix Nobel de la paix en 2009, c'est-à-dire quelques mois après avoir été élu. On a été stupéfait de cette nomination. Et aujourd'hui, vraiment, quelque part, on comprend ce que veut dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Aujourd'hui, même Barack Obama, qui était un pacifiste, ou qui est un pacifiste dans son optique politique, eh bien, a été contraint de se lancer à la poursuite de Daesh, c'est-à-dire que lorsqu'il y a certains moments où il vaut mieux préparer la guerre pour avoir la paix. Pour accéder à la paix. C'est la leçon, on la connaît, la leçon de Munich, mais c'est aussi une leçon actuelle aujourd'hui. Et Obama, quand il a reçu le prix, la caricature que j'ai faite, c'est Obama comme Sisyphe, en train de pousser sa médaille en haut d'une montagne. Ouais. Et alors que là, j'ai vraiment fait un dessin qui est un vrai hommage. C'est totalement différent. C'est pas du tout une critique. Allez, un bond dans l'histoire à présent avec ce dessin qui reprend le vote symbolique au Parlement britannique. Je vous le rappelle, c'était cette semaine pour la reconnaissance d'un État palestinien. Oui, alors c'était il y a quelque temps au Parlement suédois. Maintenant, c'est au Parlement britannique. Donc, ils parlent de le reconnaître dès que les conditions de la déclaration de l'État seront mises en place. Et je n'ai pas pu m'empêcher... D'abord, vous savez qu'il y a déjà 134 États sur 193 États membres qui ont fait cette même déclaration. Donc, il y a vraiment une grosse majorité. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison entre le 27 novembre 1947 et ce qui est en train de se passer maintenant. Et c'est pour ça que je dessine Ben Gurion à côté d'une vieille radio et Abou Mazen à côté d'un petit poste transistor moderne. Derrière lui, Herzl et Arafat, avec Arafat derrière lui. Et il ne faut pas oublier qu'en 1947, la Grande-Bretagne s'est abstenue. Elle n'a pas voté. Parce que les Anglais, ils avaient bouffé de la vache enragée avec les Juifs ici en Israël. Qui était encore avec les Juifs, avec les Arabes, ils avaient encouragé les Arabes à c'est sûr. Donc reconnaître dans les fameuses révoltes de 39, 36 et 29. C'était hors de question. Et je pense que cette comparaison, elle a quelque chose d'ironique. Parce que franchement, à l'époque, Israël a accepté le partage et aujourd'hui, Israël refuse l'État palestinien, en tout cas le gouvernement actuel. Donc c'est intéressant de mettre ces images un peu en porte-à-faux, l'une face à l'autre. Je crois qu'il y a un peu de manque d'humilité justement de la part de la Grande-Bretagne par rapport à ce sujet, quelque part. Lorsque l'on sait que la Grande-Bretagne est responsable du tracé des accords de San Remo et qui ont tracé les frontières des pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et que l'on voit que ces frontières aujourd'hui, précisément au cours des derniers mois, volent en éclats avec l'État islamique, l'Iran, l'Irak, le Liban, la Syrie, etc., bien quelque part, il aurait été de bon ton de la Grande-Bretagne d'être un petit peu plus humble et de dire que finalement, ce n'est pas à elle de tracer les frontières d'un nouvel État palestinien, encore en plus. Alors, la période coloniale est dépassée pour les Britanniques, ils ont du mal à s'y faire, j'ai l'impression. Alors, plus humble, plus modéré, en tout cas, vous revenez sur la visite de Ban Ki-moon à Gaza, Jérusalem, Ramallah, c'est pas dans l'ordre, mais le secrétaire de l'ONU, secrétaire général de l'ONU, qui s'interroge, qui se pose des questions. Il se pose des questions, bien sûr. Il a rencontré des familles des victimes du côté israélien. Il est allé voir les dégâts du côté de Gaza. Il a d'un côté condamné les tunnels et d'un autre côté, il appelle Israël à retourner à la table des négociations. Et finalement, j'ai pris cette phrase. On dit la lumière est au bout du tunnel. C'est un dicton qui existe aussi en hébreu et qu'on utilise souvent. Donc j'ai dessiné Ban Ki-moon dans le tunnel et il voit le slogan. Et il dit d'accord, mais duquel des deux côtés? C'est-à-dire à quel bout il y aura la lumière? C'est du côté de Gaza, du côté d'Israël? Ça, j'ai pas la réponse, mais j'ai la question. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien de s'interroger. Allez, on revient à présent sur la révolte du Milki, on va l'appeler comme ça. Oui. Elle gronde, elle grandit en Allemagne. Écoutez, j'avais pas tellement l'intention de faire un dessin sur ce sujet. Seulement hier, j'ai regardé France 24, nos concurrents, France 24. Et en fait, ça y est, c'est un sujet qui est déjà dans l'information mondiale. Et voilà, il faut le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a un appel aux Israéliens qui ne supportent plus les conditions du coût de la vie en Israël
d'aller, et pourquoi pas en Allemagne et pourquoi pas à Berlin, parce que le milky, cette espèce de yogourt au chocolat et à la crème fraîche, coûte là-bas 4 fois moins cher qu'ici. Je trouve ça très marrant. Je trouve ça très marrant comme idéologie d'où est-ce qu'on va faire sa vie. Et donc j'ai décidé un peu de faire quelque chose en rapport avec ma propre histoire, puisque vous savez que je suis fils d'un rescapé. Alors il y a un grand-père avec son petit-fils et il dit les indemnités que j'ai reçues des Allemands m'ont aidé à me reconstruire, et le petit-fils avec son pot de milky. Et le grand-père a le numéro sur le bras, il dit « Ils te les ont payés en espèces ou en milky ?» C'est une façon d'ironiser sur cet appel et puis sur des gens qui quittent le pays pour cette raison. Moi, je trouve ça quand même un petit peu fort de café. Oui, alors Michel trouve ça marrant. Je suis un peu plutôt étonné. Je peux comprendre que des jeunes veuillent chercher un peu plus de bien-être à l'extérieur parce qu'ils estiment ne pas en avoir assez en Israël. Ça, je peux comprendre. C'est-à-dire, au niveau social, je peux le comprendre. J'ai du mal à comprendre que des jeunes choisissent délibérément de venir à Berlin. Je veux dire revenir à Berlin parce que finalement, quelque part, eh bien, le peuple juif a quitté par la force des choses. C'est un symbole. C'est le symbole du lieu, de Berlin, de l'Allemagne. De revenir en Allemagne pour dire on va avoir une meilleure vie, un bien-être, un meilleur niveau de vie. Il y a quelque part là un problème. Je pense qu'il y a un vrai problème idéologique. C'est-à-dire, je pense que la révolte de 2011, la révolte sociale de 2011 était tout à fait justifiée, mais le combat se déroule ici. Et qu'elle n'a pas eu finalement d'écho. Elle n'a pas eu d'écho, mais il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire, dans le conflit israélo-palestinien, on est là depuis plus de 60 ans, plus de 100 ans, on va dire, et le conflit social, il existe depuis 3 ans. Il ne faut pas se décourager. Je crois qu'une jeunesse qui se décourage après ne pas avoir eu de résultats au bout de 3 ans, eh bien c'est une jeunesse qui est trop impatiente. Alors on va continuer. Trop C'est la impatiente. marque de quelque chose. Oui, je voulais juste dire quand même une chose. C'est quand même la marque de quelque chose de fort, parce qu'il faut reconnaître que la vie est très chère en Israël. C'est un pays vraiment de vie très chère. Et les Israéliens, à part cette manif de 2011, ils ont tout avalé et maintenant ils sont plus prêts à avaler leur milky. Mais alors, Michel, regardons l'Europe la situation sociale dans laquelle l'Europe se trouve actuellement. Ouais. On veut dire Berlin, c'est peut-être l'exception, mais regardez la situation en France, la situation sociale. De nombreux Français, juifs ou non juifs, quittent la France pour des raisons sociales parce que la situation sociale est dramatique. Je pense qu'il y a une dimension ici dans la présence de juifs sur la terre d'Israël, une dimension tout à fait particulière, et que s'il y a des problèmes, il ne faut pas les fuir. Il faut essayer de les résoudre à l'intérieur, ici même. En tout cas, c'est l'expression d'un mal-être, un mal-être de la société israélienne dans son ensemble, et on va en reparler avec un autre angle. Je pense pas qu'il faut exagérer. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une immigration massive de centaines de milliers d'Israéliens vers Berlin. En tout cas, il y a une espèce de fuite caractérisée chez certains. Et on va en reparler notamment avec cette dernière histoire en date, le bilan du Népal qui s'alourdit d'heure en heure. On parle à présent d'au moins 30 morts, dont 8 étrangers. Ces tempêtes de neige qui ont été entraînées par un cyclone qui a touché la côte est de l'Inde le week-end dernier. Les détails en images, on en parle après. Les recherches s'intensifient dans l'Himalaya. Après une forte tempête de neige mardi, les secours fouillent toujours la zone de l'Annapurna ce jeudi afin de retrouver d'éventuels survivants. Selon le dernier bilan, il y aurait plus de 30 morts, dont 3 Israéliens et 85 disparus. En tout, c'est près de 170 randonneurs étrangers qui participaient à cette randonnée. Les autorités népalaises ont indiqué qu'elles mettaient tout en œuvre pour secourir au plus vite les randonneurs, comme le confirme cette survivante israélienne. J'ai été coincée dans la neige et l'homme népalais qui connaissait le chemin m'a vue. Il m'a demandé de rester avec lui et m'a juste traînée. Il m'a vraiment traînée. Mais les recherches sur le terrain s'avèrent pourtant compliquées, le réseau téléphonique étant toujours coupé. Malgré tout, les rescapés de l'expédition tentent de rester positifs. Nous ne savons vraiment pas ce qu'il s'est passé, parce que nous n'avions aucun contact. Comme vous le savez, il n'y a pas de réseau dans de nombreux endroits au Népal en ce moment. Donc nous ne savons pas où sont les autres, mais nous sommes sûrs que tout va bien. En tout, 14 autres randonneurs israéliens et hongkongais sont déjà arrivés à Katmandou par avion pour y être soignés. Ils souffrent de fortes gelures dues au froid. Chaque année, ce sont des milliers d'amateurs de trekking qui se rendent dans la région de l'Annapurna en octobre, la saison la plus favorable à ce genre de randonnée.
Voilà, alors 3 Israéliens qui sont morts, un encore qui est disparu avec ce cas, et on en a parlé tout à l'heure dans la revue de presse de Maurice Fergrand, cette jeune religieuse israélienne, première femme navigatrice de l'armée de l'air. Et c'est aussi un fait de société, ces jeunes Israéliens qui, juste après l'armée, et en particulier juste après cette opération bordure protectrice, vont à l'étranger à la recherche toujours de plus de sensations fortes. Est-ce qu'ils fuient cette dureté des années d'armée ? Je ne sais pas si c'est seulement à la recherche de sensations fortes, c'est à la recherche, une manière pour ces Israéliens de décompresser. Beaucoup d'entre eux effectuent ce genre d'expédition après l'armée, après 3 ans ou 5 ans d'armée. Et c'est une manière pour eux de décompresser. Et effectivement, les sensations fortes, ils les retrouvent. Ils en ont connu pendant leur service militaire. Ils les retrouvent aussi. Mais peut-être que c'est... Là, on a en l'espace d'une semaine, on a deux cas assez importants. Là, au Pérou, l'autre au Népal. Ouais. Voilà. Mais c'est peut-être accessoire. Je pense que c'est quelque part une volonté de changer d'air, d'essayer de prendre un peu de recul, d'essayer... On est bien moins pressé en Israël d'entamer des études et d'entamer une vie, on va dire, professionnelle et une carrière professionnelle qu'en Occident. Et quelque part, c'est le résultat d'une situation de conflit dans laquelle l'État d'Israël se trouve depuis sa création. Alors c'est ça, et Michel, il y a un décalage. Les jeunes du monde entier, ils partent après leur scolarité en gap year. Ils prennent une gap year à travers le monde pour découvrir différents pays. Les Israéliens, eux, c'est après l'armée. Et puis ça revêt des formes dangereuses, comme on l'a vu ces derniers jours. C'est quand même exceptionnel. Hein. Mais justement, on en parlait, Daniel et moi, juste avant l'émission. Vous savez... c'est un pays où il n'y a pas de frontières. Oui, il y a des frontières, mais c'est un pays où on ne peut pas prendre son vélo, sa voiture, ou faire une randonnée et aller dans un pays voisin. C'est pas comme l'Europe où il n'y a plus de frontières. Et les Israéliens, ils étouffent un peu dans ce pays. Alors ils étouffent au niveau géographique. C'est pour ça qu'il y a tellement d'Israéliens dans le monde. Les Népalais sont sûrs qu'on est un empire de plusieurs dizaines de millions d'habitants, chose que nous ne sommes pas. Les Hindous aussi sont persuadés. C'est ça, parce qu'il y a même des endroits où tout est écrit en hébreu. Absolument. Sur place. En Inde, par exemple. Voilà. Et ma femme y était. Il y a des marchands qui parlent en hébreu avec les Israéliens. Il est marqué Ristourne pour les Israéliens. Donc il y a un besoin de respirer. Il y a un besoin de respirer. Et c'est pour ça que les Israéliens se baladent beaucoup dans le monde. Mais je pense que souvent, quand je suis en Europe et que je rencontre des jeunes et que je parle un peu de cette espèce de rituel de partir après l'armée, vu qu'en Europe, il n'y a plus l'armée, on ne sait plus vraiment ce que c'est aller 1 an, 2 ans, 3 ans sous les drapeaux, se trouver en situation de conflit. Et après, on ne peut pas aller de façon anodine à l'université comme si de rien n'était. Donc je comprends très bien ces jeunes. Alors c'est vrai qu'il y en a qui prennent des risques, mais vous savez, on ne part pas au Népal du jour au lendemain sur un coup de tête. Ceux qui sont là, beaucoup se sont préparés parce que c'est en altitude, il y a toute une préparation, il y a un matériel à acheter, il y a des entraînements à voir. C'est un coup de malchance. Je ne pense pas qu'ils ont pris des risques. Octobre est le mois où tout le monde le fait. C'est vraiment un coup de malchance. S'il n'y avait pas eu ce cyclone sur l'Inde, tout se serait très bien passé. Est-ce qu'on peut, au-delà, Daniel, de cette prise de risque, parler, alors non pas de mal-être, vous m'avez reprise tout à l'heure, mais parler en tout cas de jeunesse israélienne bouleversée par ce qu'elle vit ces dernières années Je pense qu'il y a une volonté, après l'armée, de retrouver certains repères, certains équilibres. L'armée, c'est une situation tout à fait particulière. On ne vit pas à l'armée comme on vit dans la vie civile pendant 3 ans. Et donc, quelque part, les Israéliens essayent de retrouver des repères, d'autres repères qui leur permettent de se stabiliser. C'est vrai que c'est déstabilisant, une période de service militaire de 3 ans, de 5 ans pour des officiers. D'autant plus si elle est marquée par des conflits et des combats. Et souvent, c'est dire effectivement, même peut-être que on s'habitue. Et c'est ce qui est dramatique peut-être parfois. On s'habitue à cette situation de conflit, à cette situation, ce régime militaire. Et finalement, on a besoin d'essayer de retrouver d'autres repères. Et ces repères, ce sont des repères, la découverte on va dire, du monde entier, des endroits les plus exotiques. C'est aussi parfois une quête spirituelle, par exemple en Inde aussi. En Inde, oui. Une quête spirituelle qui ramène d'ailleurs pas mal de jeunes juifs israéliens vers la religion après leur passage en Inde, qui essayent de retrouver certains équilibres. C'est un phénomène tout à fait passionnant. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. À suivre, on va parler du Sénégal qui sort de la liste rouge des pays dévastés par le virus Ebola. On verra comment en Israël on traite et on se prépare à cette situation. À tout de suite.
retour sur le plateau du Morning d'i24 News. On entame ensemble cette deuxième heure d'information avec moi sur le plateau Laura Duhamel. Bonjour Laura. Et Tanadoc, merci de nous avoir rejoints et bonjour. Alors on va commencer et on va parler de ce virus Ebola qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde entier. Le combat contre ce virus qui a déjà fait 4500 morts d'ici à la fin de l'année. L'OMS parle de 10 000 morts et Barack Obama qui conduit une politique plus agressive. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé une hausse des aides de ses pays membres alors que la France a décidé de rejoindre Londres et de renforcer le contrôle dans les aéroports pour les passagers en provenance des pays à risque. Le point en image avec Leslie Réseau, qu'on en parle après. Réunion exceptionnelle à Bruxelles ce jeudi. Les ministres européens de la Santé participent à une réunion technique afin d'explorer des pistes pour lutter contre Ebola. Le but, coordonner l'action de l'Union pour permettre un éventuel renforcement des contrôles des voyageurs en provenance des pays africains comme la Guinée, le Libéria ou le Sierra Leone, particulièrement touchés par l'épidémie. Les personnes qui viennent en Europe sont libres d'aller n'importe où sur le territoire. C'est pour cela qu'il faut avoir un plan à l'échelle de l'Europe et non pas seulement au niveau de chaque pays. Un plan qui intègre les deux niveaux. Parce que toute personne qui vient de l'espace Schengen peut aller n'importe où et peut entrer dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Suivant l'exemple nord-américain, Londres était pour le moment la seule capitale à avoir introduit des contrôles à l'arrivée dans ses principaux aéroports. Mais la France vient d'annoncer qu'elle allait elle aussi contrôler désormais les passagers en provenance de Conakry en Guinée. Une mesure essentielle selon la ministre de la Santé. Nous avons un double dispositif, j'insiste là-dessus, prise de température à la passerelle, donc avant l'entrée dans l'aéroport, et puis distribution dans l'avion de questionnaires qu'on appelle de traçabilité, c'est-à-dire pour parler comme tout le monde, qui vont nous permettre de retrouver les gens si on a besoin de les contacter après. Une démarche qui n'est pour le moment pas suivie par d'autres pays. Moins d'une douzaine d'États membres entretiennent des liaisons aériennes directes avec les zones à risque en Afrique occidentale. Alors on va reparler de ce plan global pour ce qui est de l'Union européenne. On va voir si Israël devrait se joindre à ce plan avec vous, Ethan. Mais pour l'heure, cet exercice, grandeur nature finalement, en tout cas de grande ampleur à l'aéroport de Ben Gurion, c'est pour aujourd'hui. Et l'armée, les autorités aéroportuaires, les services sanitaires sont censés identifier et isoler des cas de virus Ebola dans l'aéroport. Eh bien oui, on peut dire que Bibi Netanyahu n'a pas attendu et a pris le taureau par les cornes. Il a donc réuni un conseil il y a quelques jours et a donc demandé la mise en place de mesures. Ce qui a été fait dès aujourd'hui à l'aéroport de Ben Gurion, où se déroule un exercice en ce moment même, durant lequel on va simuler, les autorités simulent l'arrivée de trois patients qui montrent des signes donc, de fièvre et qui, d'après justement la ministre Touraine parlait de traçabilité, donc suivant ce questionnaire, donc c'est ce qui va être mis en place aussi à Ben Gurion. Toute personne arrivant de pays à risque, Guinée, il faut le dire, Sierra Leone et Libéria, donc vont être tracées. Et donc la simulation montre que ces 3 patients auraient été dans ces pays, montre des signes de fièvre supérieurs à 38 degrés. Et donc ce qui va être mis en place, et c'est ce qui va être exercé aujourd'hui, c'est la capacité de les mettre en isolement dans l'infirmerie de Ben Gurion et de là les conduire de manière contrôlée au premier centre de soins en Israël dans un hôpital. Alors un exercice de grande ampleur en Israël, mais un exercice de plus finalement, puisqu'Israël est plutôt aguerri à ce genre, pas forcément pour lutter contre un virus, mais pour lutter également contre des propagations d'armes chimiques ou autres. L'armée est habituée à ce genre de phénomène. Oui, Israël est aguerri à ce genre d'exercice. C'est assez régulier de voir ce genre d'exercice dans les rues même des villes d'Israël, puisque le risque chimique depuis la guerre en 92, déjà en 91 avec Saddam, ce genre d'exercices ont lieu assez souvent, avec on voit donc ces soldats ou ces infirmiers ou docteurs avec des combinaisons complètement fermées dans les rues de Tel Aviv. Oui, on fait ce genre d'exercice assez souvent et là, c'est pour le cas d'Ebola. Est-ce qu'il y a une véritable menace en Israël ? Une étude américaine parlait pour la France notamment de 75% de risque que le virus atteigne la France d'ici à la fin du mois d'octobre. On a vu des cas en région parisienne ces derniers jours. Est-ce qu'Israël a également un terreau qui facilite la propagation ou en tout cas l'arrivée de ce virus sur place? Tout voyageur en provenance de ces pays-là est vecteur s'il a été contaminé du virus. Les autorités, en tout cas sanitaires en Israël, ne sont pas alarmistes. Le risque de contagion, en tout cas d'épidémie en Israël, est très faible. D'abord parce que la frontière est, donc on l'a vu aujourd'hui avec ce genre d'exercice contrôlé, et en plus on sait traiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, les cas qui sont
pris à temps, eh bien le risque létal est de 15%, alors qu'en Afrique il est aujourd'hui de 70%. C'est-à-dire qu'un malade qui est pris à temps, rien que par une bonne hydratation, des antiviraux, des antibiotiques, eh bien il a 85% de chances d'être l'Afrique et l'Occident et les pays occidentaux développés ne sont pas logés à la même enseigne, suivant leur niveau de préparation sanitaire. Sauf lorsque ça n'est pas pris en charge à temps. On l'a vu avec des grosses erreurs, des bourdes, on peut dire, au Texas et à Madrid. Et dans ce cas-là, eh bien, la situation conduit à la mort du patient. Mais d'une manière générale, on l'a vu avec l'infirmière en France, un patient qui est pris à temps s'en sort à 85% de chance, au lieu de 30% en Afrique. Alors ce qui est intéressant également, c'est le fait que vous le disiez, le niveau de préparation en Israël est important et du coup Israël se rend à l'étranger pour tenter d'apporter de l'aide à ces pays qui semblent démunis face à cette situation. Eh bien Israël, comme tous les pays occidentaux qui portent leur aide aussi, a contribué. Elle a envoyé au Cameroun, qui est donc limitrophe, une clinique aujourd'hui et des experts, et a dépêché 3 cliniques mobiles au Libéria et Sierra Leone. C'est le ministère des Affaires étrangères qui s'en est occupé, avec des équipes spécialisées qui vont prendre en charge, donc ils vont en tout cas former des équipes locales et vont sensibiliser surtout aussi les populations aux problèmes. Alors on va parler plus spécifiquement du Sénégal avec vous Laura, et ce sera désormais officiel aujourd'hui. Le Sénégal est donc sorti de la liste rouge concernant l'épidémie d'Ebola. Oui, donc ça va être officiel aujourd'hui. Alors le Sénégal n'a eu qu'un seul cas déclaré depuis 42 jours et donc il sort officiellement de la liste rouge. C'est la ministre de la Santé elle-même qui l'a annoncé, Eva Marie Colsec, et ce suite à une décision de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors évidemment c'est une nouvelle excellente et surtout assez inattendue face à ce vent de panique qui souffle en Afrique et en Europe et aux États-Unis. L'épidémie a fait près de 4500 morts. Alors évidemment le Sénégal reste prudent, la fermeture avec la Guinée est maintenue même si un corridor est ouvert pour l'acheminement du personnel et du matériel de santé. Beaucoup de questions, ces fermetures de frontières, ces isolements, etc. Mais manifestement, ça marche, en tout cas ça porte ses fruits. Comment est-ce qu'au-delà de la fermeture de la frontière, on peut expliquer cette victoire finalement du Sénégal sur le virus? Alors par une prévention extrêmement efficace, les autorités sénégalaises ont mené une campagne proactive de prévention. Des mesures drastiques ont été mises en place et ce, dès le début de l'apparition de la maladie. Et ce qui est important de relever, c'est le rôle prépondérant de la ministre de la Santé, Eva Marie Colsec, qui est elle-même médecin et chercheuse en infectiologie. Alors c'est elle qui a érigé tout de suite en priorité politique la gestion de l'épidémie d'Ebola. D'ailleurs, je me suis entretenue avec le vice-président du Parlement sénégalais qui m'a confirmé que sa personnalité avait été déterminante dans la lutte contre Ebola au Sénégal. Donc ils lui doivent beaucoup. C'est grâce à elle vraiment qu'Ebola est tout de suite devenue une priorité politique au Sénégal. Voilà, la prévention, donc toujours comme point d'orgue dans la lutte contre ce virus. Comment justement sur place, concrètement, cette prévention elle s'est organisée? Alors concrètement, elle s'est organisée via des campagnes de prévention qui ont été menées tant sur le terrain que dans les médias. La ministre de la Santé d'ailleurs s'est déplacée elle-même dans des régions très reculées du Sénégal pour parler directement à la population. Le président du Sénégal, Macky Sall, lui-même aussi s'est adressé à la population via les médias. Et puis autre particularité du Sénégal, c'est le rôle qui a été joué, qui est toujours joué d'ailleurs par les autorités religieuses. Alors on sait que Ebola pose des problèmes éthiques, notamment lors des rites funéraires, puisqu'il est interdit de toucher le cadavre qui aurait pu être contaminé. Et donc la participation des autorités religieuses à cette lutte contre Ebola a forcément joué dans la balance. Et enfin, les enfants aussi ont été formés aux mesures de prévention et ça certainement, ça a aussi eu un rôle important. Ça a aussi joué un rôle. Alors justement, on va prendre la direction à présent de Dakar et on rejoint sur place El Hadji Mamadou Ndiaye. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous êtes directeur de la prévention justement au ministère de la Santé sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que le Sénégal est tiré d'affaire? Oui, bonjour d'abord. Pour dire que pour l'instant, le Sénégal est tiré d'affaire. C'est un acquis quand même important, même s'il est précaire, parce que nous partageons une frontière avec un pays en épidémie. Mais néanmoins, c'est un acquis extrêmement important et aussi pour l'instant, on s'est tiré d'affaire. Alors, Laura a insisté sur ce point et on attribue notamment cette victoire face à la maladie finalement à votre ministre de la Santé, à sa personnalité. Est-ce que selon vous, c'est un des aspects ou est-ce qu'il y en a d'autres, notamment des aspects culturels par exemple?
Oui, il y a quand même l'importance et le poids de Madame le ministre de la Santé dans la balance, mais également il y a eu l'ensemble de la population qui a été au début impliquée dans cette lutte. On en a fait un problème national. Monsieur le Président de la République est monté au créneau. Le ministre, l'ensemble des ministères du pays, notamment en élaborant un plan multisectoriel national où tout le monde était impliqué, notamment les secteurs clés, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les transports aériens, terrestres, le tourisme, et j'en passe, bien sûr, en mettant également en œuvre même les thérapeutes, notamment ceux qui faisaient les guérisseurs traditionnels, tous ont été impliqués dans la lutte, bien sûr, sans oublier les agents de santé qui sont également en première ligne. Laura, une question à M. Ndiaye. Oui, quel rôle finalement jouaient les médias sénégalais? On sait que justement le ministère s'est beaucoup impliqué, le gouvernement s'est beaucoup impliqué, mais quel a été le rôle, l'apport des médias sénégalais dans cette lutte? Oui, les médias sénégalais, dès le début, nous savions qu'il fallait, avec Ebola, la bataille était une bataille de communication. Il fallait donc disposer d'un plan national de communication avec des spots et des affiches. Mais nous avons procédé en premier lieu à un atelier de formation de l'ensemble des médias pour leur expliquer ce que c'était la maladie, comment elle se manifestait, mais comment également la presse pouvait aider à la lutte contre la maladie, notamment ne pas alarmer les populations, ne pas diffuser de fausses nouvelles, mais essayer d'être positif. Donc dès le début, nous avons pris la presse comme un élément partenaire dans la lutte, mais ceci a également été, bien sûr qu'il y a eu de petits poids au début, mais néanmoins, tout est rentré dans l'ordre et la presse était également une partie prenante de la lutte contre Ebola au Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, d'avoir été avec nous ce matin en direct donc, de Dakar. Merci à vous, Laura, également, pour ces précisions concernant le Sénégal. Ethan, vous allez vous rendre d'ici peu en Ouganda, je crois, rencontrer ces médecins, notamment israéliens, qui participent à cette lutte contre Ebola, puisqu'ils sont présents sur place. Oui, ils vont chercher, en tout cas, ce sont des chercheurs, pas des médecins. Ils vont retrouver des survivants d'Ebola afin de construire sur la base de prise de sang, donc faire produire des anticorps et des antiviraux. Mais un point quand même là-dessus. On a vu comment un pays limitrophe de la Guinée, qui donc on attend en Afrique de l'Ouest 10 000 cas par semaine d'ici la fin de l'année. Au Sénégal, on annonce la fin de l'épidémie. Elle a à peine commencé. Comment un pays à bonne gouvernance, bon niveau de gouvernance a réussi à éliminer le problème, alors qu'au Libéria, les ministres ont fui le Libéria à l'annonce ont été limogés à l'annonce de l'épidémie, et on se demande où sont passés les centaines de millions de dollars qui avaient été donnés au Libéria au lendemain de la guerre et qui n'ont pas été ni dans l'éducation ni dans la santé surtout, donc pas d'infrastructure, et c'est là que se trouve le problème. L'Ebola, le combat doit se... d'une bonne prévention, et puis finalement les appels de Ban Ki-moon, du secrétaire général de l'ONU, doivent se diriger vers cette politique-là, plus de prévention, on l'a vu, c'est salvateur. Tout à fait, et surtout le combat de l'Ebola sera gagné là-bas, à la source, et pas nécessairement, il faut faire des exercices comme on le fait et vérifier les aéroports en Europe, mais c'est à la source et c'est en Afrique qu'il faut conduire la plupart des efforts. Je crois que c'est en train de se faire. Est-ce que c'est à dire que le problème serait plus finalement politique que sanitaire ? Écoutez, il est d'abord sanitaire, mais il est vrai aujourd'hui que venir prendre la température de gens dans les aéroports, certains restent dubitatifs quand on sait que l'incubation peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc la fenêtre est assez importante à laisser passer. C'est une passoire, on peut dire. Effectivement, en tout cas, la traçabilité de ces personnes qui viennent de ces zones à risque est importante. On parlait tout à l'heure de plan global pour ce qui est de l'Union européenne. Est-ce qu'Israël doit se joindre, selon vous, à cet effort de manière beaucoup plus prononcée ? Israël n'est pas en Europe, enfin en tout cas il faut un effort coordonné. C'est-à-dire si chaque pays fait de son côté, adopte une politique différente d'un autre, ça ne va pas marcher. Je crois que le ministre roumain l'a évoqué tout à l'heure, Obama a fait cet appel aussi, un effort concerté et standardisé, en tout cas cohérent de tous les pays occidentaux. Israël doit aussi en faire partie, puisqu'Israël n'est pas en Europe, mais en tout cas elle est connectée. Il y a beaucoup de voyageurs qui passent par Ben Gurion aujourd'hui. Les Israéliens voyagent beaucoup et beaucoup de gens viennent en Israël. Donc effectivement, Israël doit faire partie de cet effort général. Très rapidement, Ethan, en prélude de ce voyage que vous préparez en Ouganda, est-ce que vous, en tant que journaliste qui allez vous rendre sur place, vous ressentez une certaine anxiété, une certaine crainte par rapport à ce voyage dans un pays contaminé ? Alors l'Ouganda n'est pas contaminé aujourd'hui. Nous allons sur ce qu'on appelle des zones stabilisées, pour reprendre les termes de ce chercheur israélien de l'université de Ben Gurion, et nous allons retrouver, puisque en Afrique, l'Ebola est présent déjà depuis 70
1975 au moins. Donc ces zones qui ont été contaminées à l'époque, et aujourd'hui on va rechercher donc des survivants. Il faut savoir que ces survivants contribuent beaucoup, d'abord parce qu'ils sont immunisés eux-mêmes, ils travaillent eux-mêmes souvent dans le secteur, souvent parce qu'ils sont rejetés aussi par la société, et aussi parce que leur sang est un sérum précieux pour développer des antiviraux. Pour la recherche. Merci beaucoup, Ethan Haddock, d'avoir été avec nous. Laura, merci. On vous retrouve dans quelques instants. On parlera de tout à fait autre chose, un peu plus léger à suivre. Donc, juste après le journal, on parlera de Meir Shalev, ce journaliste et écrivain israélien honoré par la République française, chevalier des arts et des lettres. L'occasion donc de faire le point sur l'état de santé de la littérature israélienne. À l'étranger, les écrivains israéliens ont-ils la cote en France et ailleurs? Quels genres littéraires sont les plus prisés? On pose la question à un spécialiste dans un instant. À tout de suite. Dernière partie de notre direct sur i24 News depuis Tel Aviv. Et on va parler littérature à présent, cette période de prix Nobel, notamment littéraire. Eh bien, la littérature israélienne a été cette semaine à l'honneur. L'écrivain Meir Shalev a été honoré par la République française. Il a reçu le titre de chevalier des arts et des lettres dans la résidence de l'ambassadeur de France à Jaffa. Anthony Lesme et Charlotte Attal y étaient. Regardez. Meir Shalev est l'un des plus célèbres écrivains israéliens, au même titre qu'Aleph Bet, Yehoshua, David Grossman ou Amos Oz. Avec toutefois une petite différence, il pratique un humour fin, cocasse, proche de l'humour anglais, pince sans rire. Ses livres ont été traduits en 26 langues, dont le français. Meir Shalev est publié entre autres chez Gallimard. Il était donc presque normal qu'il reçoive le titre de chevalier des arts et des lettres par l'ambassade de France en Israël. Je pense que la littérature locale est toujours la meilleure des littératures universelles parce que finalement les gens sont tous curieux des autres manières de vivre et de se trouver des points communs. Et c'est peut-être ce qu'ils ont retrouvé en lisant mes histoires. Meir Shalev est né en Israël en 1948, la même année que la création de l'État hébreu. Ses livres racontent avec finesse le quotidien de son pays et sa complexité. Son travail correspond à des scènes typiquement israéliennes qui ont une portée internationale. Son premier roman Que la Terre se souvienne est sorti en 1988. Depuis, il a écrit 7 autres livres et a reçu de nombreux prix, dont les plus prestigieux de la littérature en Israël, notamment le prix Brenner pour son roman Le Pigeon Voyageur. Un roman qui a par la suite été adapté au théâtre. L'auteur a également écrit de nombreux livres pour enfants, un talent d'écriture partagé par sa cousine Zahora Shalev, une célèbre auteure également publiée chez Gallimard. Par ailleurs, il a démarré sa carrière en tant que journaliste politique et il continue d'écrire des rubriques politiques pour l'un des journaux les plus populaires israéliens, Yediot Ahronot. Comparé à ses célèbres compatriotes, Grossman, Aleph Bet Yehoshua, Sayed Kashua ou Edgar Keret, Meir Shalev a une façon bien à lui de s'exprimer sur la situation de son pays qui ne passe pas forcément par le mélange des genres. Je crois que c'est le rôle des artistes ou des écrivains de promouvoir des idées politiques. Je sais qu'il y a des écrivains qui sont très actifs en politique. Je m'exprime à travers l'écriture de mes textes, mais au fond, je ne veux pas écrire de romans politiques. Je veux écrire mes propres histoires dans mes romans. Néanmoins, lorsqu'on lui demande si la création de 2 États indépendants serait la solution au conflit israélo-palestinien, sa réponse est assez claire. Je ne pense pas que mes rêves ou les rêves de tout autre auteur soient mieux que les rêves d'autres citoyens d'Israël. Si nous n'agissons pas maintenant, j'ai bien peur que les leaders israéliens et palestiniens ne soient pas assez courageux pour se mettre d'accord sur 2 États pour 2 peuples. Et je pense qu'à ce stade de notre histoire, avoir un État binational n'est ni bon pour nous, ni pour les Palestiniens. Et bien évidemment, si Meir Shalev essaie d'éviter de faire des commentaires politiques dans sa littérature, il peut toujours laisser parler ses personnages à sa place. Comme dirait l'une des figures de son roman Que la Terre se souvienne, vous ne pouvez pas lancer une pierre dans ce pays sans toucher un lieu saint ou fou.
Et voilà, entre la sainteté et la folie, on va prendre la direction de Paris. On le rejoint par téléphone, Caroline Haddad. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes agent littéraire et d'ici peu, vous allez vous occuper notamment de ce prix, de cette remise de prix des chevaliers des arts et des lettres. Alors, on sait que les Israéliens lisent beaucoup, mais est-ce que les étrangers lisent les écrits israéliens ? Oui, tout à fait. Depuis les années 80, la portée de la littérature israélienne ne fait que se développer en France. Cet intérêt n'a fait que croître depuis le Salon du Livre qui s'est tenu à Paris en 2008 et qui a eu pour invité Israël. Il ne faut pas oublier aussi l'Institut français à Tel Aviv, dont le but est de créer des échanges culturels, artistiques et littéraires entre les deux pays. La littérature israélienne en France remporte un succès avec une bonne réception des ouvrages, ce qui est vraiment important pour les maisons d'édition. Il ne faut pas oublier non plus que Shmuel Yosef Agnon a tout de même reçu le prix Nobel de littérature en 1966. Que M. David Grossman, quant à lui, a été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et a été également lauréat du prix Médicis étranger en 2011. Que, comme vous venez de le souligner, le 7 octobre, M. Meyer Shalev, dont vous avez parlé à l'instant, a été honoré en recevant les insignes des décorés des Arts et des Lettres. Et pour l'anecdote, je suis conseiller auprès du président Rodolphe Oppenheimer-Faure, le petit-fils d'Edgar Faure, pour l'association des décorés des arts et des lettres qu'il a créée, et prochainement secrétaire général de cette même association. Nous serions donc heureux de recevoir messieurs Grossman et Shalev au sein de notre association. Voilà pour l'appel est lancé en tout cas. Alors, voilà, pour revenir à la littérature israélienne dans son essence, quels sont les genres littéraires qui s'exportent le plus? On a une vague idée du roman politique peut-être, ou du récit politique, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui s'exportent? Oui, actuellement, tout à fait, avec étonnamment les romans policiers israéliens. C'est un genre très apprécié depuis 2 ans, où il y a eu, en France notamment avec le livre de Liad Shoham, Tel Aviv Suspect, et cet été avec le livre de Dror Nishani, Une disparition inquiétante, paru aux éditions du Seuil, donc une prestigieuse maison d'édition, et qui a été conseillé cet été par tous les libraires de France. Réellement, ça a été vraiment le livre fétiche de l'été. Et peut-être même a-t-il détrôné un Douglas Kennedy, nous le lui souhaitons. Alors, tout à fait. Une question aussi, vous en tant que spécialiste de cette littérature, est-ce que vous sentez qu'il y a une identité propre à la littérature israélienne, un caractère, un questionnement identitaire peut-être spécifique à la culture israélienne ? Oui, au début, en fait, les thèmes les plus abordés par les écrivains israéliens depuis la création de l'État d'Israël a énormément évolué. À chaque période, il y a eu des thèmes qui lui ont été propres, sur la diaspora, le sionisme, la Shoah, avec le témoignage des rescapés, le conflit israélo-arabe. Mais depuis quelques années, sont en train d'éclore des romans de société. Donc voilà, pour avoir tout un large spectre de la société, de la culture, romans policiers également. Merci beaucoup, Caroline Haddad, de nous en avoir parlé ce matin. Et puis bon vent dans vos prochaines fonctions. Alors on va continuer à parler de la culture israélienne, ou en tout cas de l'architecture en Israël, et plus précisément à Tel Aviv, avec le Bauhaus, cette architecture qui caractérise, vous le savez, la ville de Tel Aviv et qui lui vaut son surnom de ville blanche. Lauren Tolila a fait un tour dans la ville qui ne dort jamais. Nous y emmène. My name is Shlomit and I'm a tourist guide. 14 years ago, I opened the Bauhaus Center. Bauhaus was here in Tel Aviv during the 30s and the 40s until the Independence War, when many Jews from Germany escaped from the Nazis
They wanted to build here a modern city, so they had the idea of modernism. My favorite building is the theater. The architect was Oskar Kaufmann, so he was invited to Tel Aviv in order to build Habima Theater. And when he built dwelling houses, he made it also like a theater. So it's special to see people with different ideas that came here to this place and also contributed to the development of Israel. Voilà, merci à Lorraine Tolila pour ces jolies images et cette belle rencontre. Allez, on va parler de tout à fait autre chose, mais on reste dans le domaine de la culture ou en tout cas de la mode à présent. Laura, vous nous amenez en Afrique, la mode afropolitaine. En un seul mot, c'est un concept finalement ou c'est une réalité aujourd'hui en Afrique. C'est un courant à part entière et qui détonne véritablement sur les podiums. Alors comme son nom le dit très bien, la mode afropolitaine veut exprimer une Afrique cosmopolite et pour ce faire, eh bien, les jeunes créateurs afropolitains marient tradition africaine et mode occidentale. Alors c'est une mode qui symbolise cette Afrique en pleine croissance économique, cette Afrique qui s'ouvre au monde. Elle est omniprésente aujourd'hui dans des défilés comme par exemple la Dakar Fashion Week ou encore la Black Fashion Week qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à Paris. Elle a aussi des magazines qui lui sont entièrement consacrés, comme par exemple le magazine Fashion Black. Et les stylistes, eh bien, à la pointe de cette tendance, ce sont surtout des jeunes Africains aux racines africaines qui ont grandi en Europe ou aux États-Unis et qui donc ont dans leur identité eh bien, cette dualité culturelle qui fait partie intégrante d'eux-mêmes. En un mot, eh bien, c'est une mode qui fait le pont entre tradition africaine et modernité occidentale. Est-ce que toute l'Afrique est touchée par ce phénomène de mode afropolitaine? Alors non, et c'est ça qui est très intéressant. Alors selon Adama Ndiaye, qui est une grande styliste franco-sénégalaise, eh bien il existe deux visions de la mode en Afrique. L'une est plutôt francophone, l'autre est plutôt anglophone. Alors la vision très francophone de la mode, c'est une vision qui est encore très attachée aux traditions africaines. Les stylistes francophones finalement ne font que apporter une petite touche occidentale à leur création, alors que les stylistes anglophones, eux, essayent de toucher le plus grand nombre possible et donc ils partent plutôt d'une mode occidentale à laquelle ils rajoutent des touches d'africanité. Alors, je vois ces mannequins, ça donne envie. Laura, si je veux porter de la mode afropolitaine aujourd'hui, vers quel créateur je dois me tourner? Alors vous avez le choix, vous pouvez par exemple, si vous êtes une femme, vous tournez vers Vanessa Ogris. Vanessa Ogris qui le dit elle-même, elle habille les femmes du 21e siècle qui sont métissées. Alors vous le voyez sur ces images, eh bien toutes ces créations s'inspirent de la mode européenne, mais elles sont confectionnées dans des matières ethniques. Et si vous êtes un homme, eh ben, je vous propose de vous tourner vers Ladouma Nkolo. Ladouma qui est sud-africain et qui a créé la marque Marosa by Ladouma. Alors ce sont des collections très sportwear qui s'inspirent de la culture Xhosa, culture sud-africaine dont était issu par exemple Nelson Mandela. Ethnie sud-africaine, pardon. Vous nous avez rhabillés, hommes et femmes, pour l'hiver. Merci Laura. Alors justement, on va parler avec l'une de ces femmes qui s'intéressent à ce phénomène et on prend la direction de la Côte d'Ivoire pour y rencontrer Paola Audrey. Bonjour, vous êtes cofondatrice du magazine Fashion Black et de Panel & Co. Est-ce que la mode afropolitaine, c'est le futur aujourd'hui de la mode africaine ? Bonjour et merci de me recevoir. Je ne pense pas que ce soit le futur, c'est déjà en cours. C'est vrai que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Et c'est aussi un reflet de ce qui se passe au niveau de l'Afrique, au niveau du changement de perception qu'on a nous-mêmes en tant qu'Africains sur notre propre mode. Donc c'est déjà un phénomène qui est en cours, pas vraiment le futur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore l'exposition qu'il faut pour que ce soit plus globalisé, on va dire. C'est en tout cas déjà en marche. Alors Laura le précisait tout à l'heure, comment est-ce que vous expliquez que les stylistes anglophones ils soient plus tournés vers les clients occidentaux que les stylistes francophones? Là-dessus, je pense que c'est une approche un peu plus business qu'on retrouve dans d'autres domaines que la mode, on va dire en termes de clivage entre francophones et anglophones. Les anglophones, à mon avis, sont plus tournés vers
on va dire, une approche vraiment mondialisée de la mode. Et une fois de plus, je quitte à me répéter, ça se ressent aussi dans d'autres domaines que la mode, c'est pareil dans la musique et dans d'autres domaines culturels. Côté francophone, c'est vrai qu'on reste très attaché à mettre en valeur les traditions locales, ce qui est d'ailleurs très bien, hein, c'est à applaudir. Malheureusement, parfois, ça manque de réalisme, notamment sur le plan commercial, parce que la mode, c'est aussi un commerce, hein, mine de rien. Donc du coup, c'est vrai qu'on oublie parfois qu'il y a des consommateurs au bout, et qu'il faut prendre en compte énormément de choses quand on leur propose des collections. Donc je pense que c'est une problématique qui est en train de se résoudre, mais côté anglophone, disons qu'ils sont un peu plus réactifs sur ces questions-là. En un mot très rapide, Laura, vous aviez une question pour Paola. Oui, alors quelle est la place aujourd'hui dans le monde de la mode afropolitaine? Est-ce qu'elle dépasse les frontières africaines? Excusez-moi, j'ai pas très bien compris la question. Alors, quelle est la place aujourd'hui dans le monde de la mode afropolitaine? Est-ce qu'on peut dire qu'elle dépasse les frontières africaines? Oui, parce que beaucoup de personnes qui contribuent à cette mode-là sont notamment dans la diaspora. Donc pour moi, par définition, ils exposent la mode africaine à un public bien plus large que le public africain. Donc c'est sûr que c'est une valeur ajoutée à ce niveau. Merci beaucoup Paola Audrey pour ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes cofondatrice du magazine Fashion is Back et de Panel & Co. Merci à vous Laura pour nous avoir ramené cette mode et ces couleurs africaines ce matin sur le plateau d'i24 News. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre sur notre antenne un tout nouveau journal et puis la suite des programmes d'i24 News. Quant à nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau morning. Excellent week-end à vous.